Un adolescent noir de 17 ans, arrêté pour une infraction mineure en 1993, a disparu à l'intérieur même d'un commissariat. La version officielle affirmait qu'il avait agressé un officier et s'était évadé, devenant un fugitif. Pendant 29 ans, ce mensonge fut la seule vérité que sa famille connut. Puis un jeune agent en formation, effectuant un audit dans un coin oublié de la salle d'épreuve, découvrit un sac scellé qui n'aurait jamais dû exister. Et avec lui, l'histoire brutale et cachée des derniers instants du garçon. Avant de commencer, merci de regarder. Dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo et quelle heure il est chez vous. Cela signifie beaucoup de savoir que vous êtes là avec nous. On est ensemble dans cette histoire. À présent, laissez-moi vous raconter ce qui s'est réellement passé dans les quartiers majoritairement noirs et marginalisés autour du 4e district d'Atlanta. Là-bas, justice était un mot dangereux. Une arme, pas un principe. Et le commissariat lui-même ressemblait plus à un arsenal. Par une nuit étouffante de juillet 1993, l'air à l'intérieur était chargé de l'hostilité des hommes qui y travaillaient. Une tension qui éclipsait les odeurs habituelles de café froid et de désinfectant. L'homme aux commandes de cet arsenal s'appelait le sergent Frank Miller. Il cherchait une cible. Miller était un homme fait de certitudes dures et de ressentiments bouillonnants. Approchant la quarantaine, il se mouvait avec l'arrogance d'un seigneur féodal. Son commissariat était son domaine personnel. Il voyait la communauté qu'il était censé protéger avec un mélange de mépris et de suspicion. Une vision qu'il partageait sans retenue avec les jeunes agents impressionnables sous son autorité. Sa méthode de maintien de l'ordre était simple, brutale et terriblement efficace pour instaurer un certain type d'ordre. Un ordre basé sur la peur. Dans cette forteresse de préjugés, peu après 23 heures, deux agents ramenèrent un adolescent de 17 ans, Dion Campbell. Dion n'était pas un criminel endurci. C'était un garçon intelligent, grand et mince, avec un sourire rapide et des mains plus à l'aise sous un capot de voiture qu'ailleurs. Il rêvait de finir son programme de mécanique automobile et d'ouvrir un jour son propre garage. Il avait l'esprit un peu rebelle typique d'un adolescent, une tendance à contester les autorités qu'il jugeait injustes. Mais c'était un bon garçon, issu d'une bonne famille, très proche de sa mère et de sa sœur de 12 ans, Nia. Son crime ce soir-là relevait d'un simple mauvais jugement. Il était passager dans la voiture du grand frère d'un ami quand ils furent arrêtés pour un feu arrière cassé. La voiture s'était avérée volée plus tôt dans la journée, une information que ni Dion ni son ami ne connaissaient. Pris de panique, son ami avait tenté de fuir. Dion, lui, avait gardé son calme. Il était resté sur place, les mains levées en signe de reddition. Arrivé au commissariat, on lui retira les menottes au poste d'accueil. Il observait avec de grands yeux l'environnement lugubre et peu accueillant. Le sergent Miller sortit en se dandinant de son bureau, un cure-dent au coin de la bouche. Il regarda Dion de haut en bas, d'un œil lent, évaluateur, chargé de mépris. « Qu'est-ce qu'on a là, les gars ?» dit Miller sans regarder Dion, mais en s'adressant à ses officiers. « Joyriders, Sarge. On l'a trouvé dans cette buick déclarée volée sur Gantry Street. Lui, c'est Dion Campbell. » Les yeux de Miller se posèrent enfin sur Dion. « Campbell, hein? Ce nom me dit quelque chose. Tu serais pas un des gosses de Curtis Campbell? Celui qui dirige ce groupe d'activistes, toujours en train de pleurnicher sur les réformes de la police. » « C'est mon oncle, » répondit Dion, la voix calme mais assurée, refusant de se laisser intimider. Un sourire lent et mauvais s'étala sur le visage de Miller. « C'est bien ce que je pensais, le neveu d'un activiste, évidemment. Amenez-le derrière. On doit avoir une petite discussion. » Les parents de Dion se souviennent avoir été simplement informés que leur fils avait été arrêté en lien avec un véhicule volé et qu'il était en cours de traitement. Aux questions paniquées de sa mère, on opposa un silence administratif de Pierre. On leur dit d'attendre un appel le matin. Sa sœur de 12 ans, Nia, écoutait depuis le haut des escaliers, le cœur battant d'une peur qu'elle ne savait expliquer. Une peur née des histoires chuchotées toute sa vie sur ce qu'il arrivait aux jeunes hommes noirs dans les commissariats comme celui-là. Dans une petite salle d'interrogatoire sans fenêtre, à l'arrière du poste, la discussion commença. Ce n'était pas un entretien. C'était un exercice d'humiliation et de domination. Miller et deux autres officiers, ses fidèles, encerclaient Dion, assis sur une chaise métallique glacée.
Les questions ne portaient pas sur la voiture, mais sur son oncle, sur les gens de son quartier, sur son attitude. Ton oncle est du côté des mauvais, cracha Miller en s'approchant, la voix basse. Et toi, t'es du côté des mauvais, Campbell? Dion, bien que terrifié, ne céda pas. J'ai rien fait de mal, dit-il, le menton levé. Je savais pas que la voiture était volée. Cette étincelle de défi fut tout ce qu'il fallait pour provoquer Miller. C'était une remise en cause de son autorité, de l'ordre qu'il imposait. L'atmosphère dans la pièce devint lourde, chargée de violence imminente. Miller jeta un coup d'œil aux deux autres agents, un échange silencieux et prédateur. « T'as une grande gueule, gamin, » dit Miller, abandonnant toute prétention de dialogue. « On va voir si on peut t'apprendre le respect. » La porte se referma. Le traitement officiel de Dion Campbell, l'enregistrement de sa présence, fut sciemment suspendu. Il n'existait plus dans le système, devenu un fantôme dans la machine, seul dans une pièce de béton, face à trois hommes pour qui sa vie, ses droits et son avenir ne valèrent rien. Ses derniers instants de liberté ne s'étaient pas achevés dans la rue, mais ici même, sous la lumière crue des néons du 4e commissariat, le dernier endroit où il fut jamais vu vivant. La salle d'interrogatoire du 4e district était un lieu où les principes de justice et d'ordre étaient systématiquement suspendus. Pour le sergent Frank Miller, c'était son domaine personnel. Une boîte de béton où il pouvait déverser ses frustrations et son venin raciste en toute impunité. Lorsque Dion Campbell, avec la dignité tranquille d'un adolescent de 17 ans, conscient d'être piégé, refusa de baisser les yeux, il franchit une ligne invisible. Dans le monde de Miller, un jeune homme noir, et encore plus le neveu d'un activiste, n'avait pas le droit de le regarder dans les yeux en clamant son innocence. Ce qui avait commencé comme de l'intimidation bascula rapidement dans la violence. Une bousculade, une réponse vive de Dion, une gifle de Miller claquant dans le silence. Puis les deux autres agents s'en mêlèrent. Une rafale brutale de coups de poing et de pied, alimentée par un racisme ancré, et la mentalité de meute d'hommes convaincus que leurs insignes les rendaient intouchables. Dion, mince mais fort de son travail de mécanicien, tenta de se défendre, de se recroqueviller. Mais il était en infériorité numérique et sans chance. Les bruits étaient écœurants, des chocs sourds contre la chair, des halètements étouffés, le crissement d'une chaise métallique glissant sur le sol en béton. L'un des jeunes agents, emporté par la frénésie ou désireux de prouver sa valeur à Miller, saisit une matraque de dotation standard. L'agression devint encore plus sauvage. Un dernier craquement immonde résonna lorsque la matraque heurta le crâne de Dion. Puis le silence. Dion Campbell gisait immobile sur le sol. L'adrénaline dans la pièce s'évapora, remplacée par une vague glaciale de panique. Miller, le souffle court, fixait le corps inerte de l'adolescent. Il n'avait pas voulu le tuer. Pas exactement. Il voulait lui donner une leçon, briser son esprit, affirmer sa domination. Mais la rage avait pris le dessus. Et maintenant, il y avait un corps. Un adolescent noir mort dans leur salle d'interrogatoire. Pendant un long moment, les trois officiers restèrent figés. Le poids de leurs actes commençait enfin à s'imposer. Puis l'esprit de Miller, aiguisé par des années à manœuvrer dans les recoins sombres du commissariat, se mit en marche. Il n'y avait plus de retour possible. Il ne restait qu'une chose à faire, couvrir les faits. Personne ne l'a vu revenir ici, grogna Miller dans un souffle rauque. Le registre est vierge. Pour tous, il attendait dans une cellule de détention à l'avant. Ses yeux parcouraient déjà la pièce, construisant une nouvelle réalité. Il est devenu violent, a attaqué un officier, s'est échappé. Vous comprenez? Les deux autres agents, le visage livide de stupeur, acquiescèrent mécaniquement. Miller était leur sergent, leur bouclier. Leur seul moyen de s'en sortir était de le suivre, de dissimuler cela plus profondément encore. Le plan fut froid, méthodique, exécuté avec une efficacité terrifiante. Ils connaissaient les angles morts du poste, les protocoles qu'on pouvait tordre ou contourner. D'abord, ils s'occupèrent de Dion. Ils enveloppèrent son corps dans de vieilles bâches à preuve retrouvées dans un placard. Tard dans la nuit, pendant les heures calmes précédant l'aube, ils empruntèrent une sortie arrière rarement surveillée pour charger le corps dans le coffre de la voiture personnelle de Miller. Miller conduisit ensuite jusqu'à un ancien site industriel abandonné en périphérie de la ville, un endroit qu'il connaissait de ses années de patrouille.
Il s'y débarrassa du corps de Dion, là où il était certain qu'on ne le retrouverait jamais. Peut-être dans une ancienne carrière inondée ou dans un fourneau industriel scellé. De retour au poste, ils construisirent le mensonge. Miller prit la matraque de dotation, celle qui avait asséné le coup fatal, et se frappa violemment le bras jusqu'à provoquer un hématome profond et crédible. Il froissa son uniforme. La version officielle serait la suivante. Dion était devenu soudainement violent alors qu'on le transférait vers une cellule. Il avait saisi la matraque d'un officier, frappé le sergent Miller, puis profité du chaos pour s'échapper par une sortie d'urgence. La dernière pièce du camouflage était la preuve matérielle. Les vêtements de Dion, son jean, son t-shirt, ses baskets, étaient tachés de sang. Il ne pouvait simplement disparaître. Miller, avec un sang-froid aussi glacial qu'arrogant, décida de les cacher en pleine lumière. Il emballa personnellement les vêtements ensanglantés dans un sac de preuves standard. Il y ajouta la matraque, qui contenait à la fois l'ADN de Dion et les empreintes digitales de l'officier. Mais il ne l'enregistra pas. Aucun numéro de dossier, aucun formulaire de chaîne de garde. À la place, il scella les sacs, inscrivit un vieux numéro d'affaires illisible, datant d'un cambriolage classé, et le rangea au fond d'un grand casier oublié dans le dédale de la salle d'épreuve. Un casier destiné aux objets non attribués, issus d'affaires closes, un purgatoire poussiéreux rarement, voire jamais audité. Il dissimulait son crime au cœur même de l'institution censée le résoudre. Au matin, la version officielle était gravée dans le marbre. Une alerte fut diffusée pour Dion Campbell, 17 ans, de sexe masculin, noir, considéré comme armé et dangereux, recherché pour agression sur un officier et évasion. Il n'était plus une victime, il était un fugitif. Quand Angela et Robert Campbell arrivèrent au poste ce matin-là, affolés, en quête de réponse, ils furent accueillis non par de la compassion, mais par la suspicion et l'hostilité. On leur annonça que leur fils était un criminel violent qui avait attaqué un sergent décoré et qu'il était désormais en fuite. Le mensonge fut livré avec une telle conviction, soutenu par les blessures de Miller et l'unité du corps policier, qu'il était impénétrable. Leurs supplications, affirmant que Dion n'était pas violent, qu'il n'aurait jamais fait cela, furent balayées comme les dénis aveugles de parents en détresse. Le système avait refermé ses rangs. Le mur bleu du silence formait désormais une forteresse impénétrable autour de la vérité. La recherche d'un enfant disparu était terminée. La traque d'un fugitif dangereux, une traque destinée à échouer, avait commencé. Les mensonges que le sergent Frank Miller et ses acolytes avaient tissés cette nuit de 1993 n'avaient pas seulement mis fin à la recherche de Dion Campbell. Ils avaient empoisonné sa mémoire et condamné sa famille à une forme unique et atroce de deuil public. Ils n'étaient plus seulement les parents et la sœur d'un garçon disparu. Ils étaient la famille d'un fugitif recherché. Leur chagrin était souillé par une narration publique faite de honte et de criminalité. Pour Nia Campbell, âgée de 12 ans à l'époque, le monde se divisa en deux, avant et après. Avant, son grand frère Dion était son protecteur, son héros, une présence rieuse et pleine de vie qui sentait l'huile de moteur et lui promettait de lui construire un kart personnalisé un jour. Après, il était un fantôme, un nom chuchoté avec méfiance, un visage souriant sur les affiches de disparition, rapidement remplacé par une photo floue, style mugshot, diffusée aux informations, le décrivant comme dangereux. L'histoire officielle, selon laquelle Dion, adolescent non violent, aurait soudainement agressé un sergent vétéran avant de s'échapper, n'avait jamais eu de sens pour elle. Pas une seule seconde, mais sa certitude d'enfant ne faisait pas le poids face à la lourdeur d'un rapport de police officiel. Elle vit ce mensonge ronger ses parents. Sa mère, autrefois pilier de la communauté, devint une femme fragile et silencieuse, défendant le nom de son fils face à des voisins qui détournaient désormais le regard. Ses appels à une véritable enquête furent rejetés comme les illusions d'une mère en déni. Son père se referma dans un silence douloureux. L'injustice semblait lui avoir brisé l'âme. La tension, la honte, l'accusation implicite de la communauté et l'hostilité ouverte de la police avaient creusé un gouffre entre les parents, trop large pour être comblé. Leur deuil partagé, sans langage commun, les éloigna jusqu'à la rupture. Nia grandit dans l'ombre de cette injustice.
À l'école, elle endura les murmures, les regards en coin des élèves, dont les parents leur interdisaient de fréquenter la sœur d'un fugitif. Elle devint farouchement protectrice de la mémoire de Dionne. Son deuil se cristallisa en une colère froide et dure. Elle comprit très tôt comment le système fonctionnait, comment un récit pouvait être manipulé, comment la vie d'un adolescent noir pouvait être effacée et redéfinie par ceux au pouvoir. Cette compréhension devint la force motrice de sa vie. La famille Campbell finit par quitter le quartier, incapable de supporter les souvenirs douloureux. La maison fut vendue, mais le fantôme de Dionne les suivit. Son dossier, officiellement classé comme celui d'un fugitif en cavale, ne fut plus jamais traité comme une disparition. Il dormit dans les archives, non pas comme une tragédie à résoudre, mais comme un avertissement. Nia, elle, devint une jeune femme brillante, poussée non seulement par la mémoire de son frère, mais par le feu brûlant du besoin de combattre l'injustice systémique qui avait détruit sa famille. Elle était déterminée, concentrée, implacable. Elle dévorait les livres sur le droit, les droits civiques, l'histoire du maintien de l'ordre aux États-Unis. Tandis que les autres adolescents allaient à des fêtes, Nia, elle, était à la bibliothèque à étudier. Elle savait qu'elle ne pourrait jamais ramener Dionne, mais elle pouvait consacrer sa vie à lutter pour ceux qui se retrouvaient pris dans les rouages d'un système brisé. Elle entra à la faculté de droit, un choix de carrière qui représentait un acte de rébellion direct contre l'institution qui avait trahi son frère. Elle devint avocate, commise d'office, une défenseur acharnée et tenace des marginalisés, de ces jeunes qui lui rappelaient tant Dionne. Elle excellait dans son travail, respectée pour son intelligence aiguisée et son engagement indéfectible. Mais chaque affaire qu'elle prenait, chaque client qu'elle défendait, portait l'ombre du seul dossier qu'elle ne pourrait jamais plaider, celui de son frère. En 2022, Nia Campbell avait 41 ans. C'était une avocate redoutée et respectée. Ses parents étaient décédés des années auparavant. Elle était convaincue que leur santé s'était dégradée sous le poids de décennies de chagrins non résolus. Elle était désormais la seule gardienne de la véritable histoire de Dionne. Le récit officiel tenait toujours Dionne Campbell, fugitif. Mais pour Nia, il était et resterait à jamais ce garçon de 17 ans qui était entré dans un commissariat de police et n'en était jamais ressorti. Le mur du silence qui avait protégé le sergent Frank Miller, aujourd'hui à la retraite avec une pension complète et la réputation d'un flic dur à l'ancienne, était resté solide pendant 29 ans. Les autres agents impliqués cette nuit-là avaient soit pris leur retraite, soit été mutés. Leurs secrets étaient ensevelis sous des décennies d'archives méticuleusement entretenues. L'affaire semblait définitivement scellée. La vérité, tel un fantôme, n'était plus visible que par Nia. Au fil des années, elle avait tenté de faire rouvrir l'enquête, en approchant de nouveaux chefs de la police, en parlant à des journalistes d'investigation. Mais sans nouvelles preuves, ces déclarations étaient perçues comme le chagrin biaisé et persistant d'une sœur aimante, incapable d'accepter les faits. Le récit officiel était trop bien établi, trop ancré. Le dossier restait fermé. Nia avait presque accepté l'idée qu'elle mourrait peut-être avec cette vérité brûlante, mais jamais prouvée au fond de son cœur. Elle avait mené ses combats au tribunal pour les autres. Une guerre par procuration contre l'injustice qui avait brisé sa propre famille. Elle ignorait qu'à des kilomètres de là, dans le labyrinthe poussiéreux et oublié de l'ancienne salle d'épreuve du 4e commissariat, un jeune agent consciencieux s'apprêtait à entamer un audit qui allait, après 29 ans, tirer un fil unique et tout faire s'effondrer. Dans l'immense entrepôt climatisé du service central d'épreuves de la police d'Atlanta, le temps semblait s'écouler différemment. Les décennies se mesuraient à l'encre fanée des étiquettes de preuves et à l'accumulation lente de poussière sur des étagères oubliées. À l'automne 2022, ce monde stagnant fut perturbé par une initiative imposée par la ville. Un audit complet et rigoureux de toutes les preuves à long terme provenant des anciens commissariats, en vue d'un transfert vers un nouveau centre modernisé. Une tâche monumentale et fastidieuse confiée en grande partie aux jeunes officiers subalternes. L'un d'eux s'appelait Ben Carter. À 26 ans, il était tout ce que Frank Miller, à son apogée, n'avait jamais été, méticuleux, idéaliste, fermement attaché aux procédures. Pour Carter, la chaîne de possession n'était pas une corvée bureaucratique, mais un devoir sacré.
Son travail consistait à recenser chaque sac scellé, chaque arme enregistrée, chaque fragment de tragédie humaine conservé dans ces salles silencieuses et froides. Il fut affecté à la section contenant les preuves excédentaires de l'ancien 4e commissariat, un recoin de l'entrepôt qui n'avait pas été correctement audité depuis des années. Les étagères y étaient remplies de cartons scellés, leur contenu décrit à la hâte dans une écriture manuelle fanée datant des années 1980 et 1990. Pendant des semaines, son travail suivit une routine abrutissante de recoupement entre registres et objets physiques, son scanner émettant des bips réguliers dans le silence. C'est un mardi après-midi lent qu'il tomba sur l'anomalie. Tout au fond d'une étagère haute, dissimulée derrière une pile de boîtes contenant des preuves d'un vieux coup de filet antidrogue des années 1980, se trouvait une grande armoire scellée sans aucune indication visible. La plupart de ces armoires étaient numérotées de façon claire, correspondant à un registre principal. Celle-ci ne portait aucune mention. Sa façade métallique était cabossée, griffée. Pourtant, sa serrure, un vieux modèle robuste, était toujours en place. Elle ne figurait pas sur sa feuille d'inventaire. Selon les registres officiels, cette armoire n'existait pas. La curiosité de Carter fut piquée. Il consulta les inventaires des environs. L'armoire se trouvait dans une section censée contenir les surplus d'affaires de cambriolage classés entre la fin des années 1980 et le début des années 1990. Mais son absence totale de désignation officielle violait toutes les règles qu'il connaissait. Suivant la procédure, il signala l'armoire à son superviseur qui, après une inspection rapide et peu enthousiaste, l'autorisa à en casser la serrure à l'aide d'un coupe-boulon et à cataloguer son contenu comme propriété orpheline d'archives. Dans un bruit sec qui résonna dans la pièce vaste et vide, le vieux cadenas céda. Carter ouvrit la lourde porte métallique. L'armoire était presque vide, à l'exception d'une épaisse couche de poussière et d'un seul objet posé en son centre. Un grand sac de preuves, thermocellé, du type utilisé pour les vêtements ou les objets volumineux. Le sac était sale, couvert de crasse, mais ce qui frappa immédiatement Carter, c'était l'étiquette de preuve attachée au sac, avec un vieux lien en plastique cassant. C'était une étiquette standard de la police d'Atlanta de l'époque, mais les champs étaient remplis d'une écriture bâclée, presque illisible. Le numéro d'affaires était une série décolorée et non conforme, ne correspondant à aucun format connu. Le champ « Description de l'objet » était sinistrement vide. La signature de l'agent chargé de l'enregistrement était une simple tâche indéchiffrable. Ce n'était pas seulement vieux, c'était mauvais, délibérément obscurci, intentionnellement enfoui dans le système. Suivant les procédures pour les preuves non enregistrées, Carter enfila une paire de gants en latex et transporta avec précaution le sac jusqu'à une table d'examen propre, sous la lumière crue des néons. Le sac était étonnamment lourd. À travers le plastique, il distinguait un amas de tissu sombre plié et le reflet métallique de quelque chose. Il découpa soigneusement le joint thermique en haut du sac. L'air qui s'en échappa était rance, chargé d'une odeur métallique de vieux sang. Il plongea la main et sortit d'abord l'objet métallique. Une matraque de police standard datant du début des années 1990. Sa surface était ternie par le temps, mais rien d'autre ne la distinguait. Il la posa sur le côté, puis il retira doucement le tissu. C'étaient des vêtements civils, un jean en denim, un t-shirt simple avec un vieux logo de groupe fané et une paire de baskets montantes. Ils étaient rigides, décolorés, et en dépliant le t-shirt, Carter aperçut des taches sombres, brun-rouille, éclaboussées sur la poitrine et les épaules. Des taches de sang. Et il y en avait beaucoup. Les vêtements étaient aussi déchirés à certains endroits, les entailles suggérant une lutte violente. Carter sentit un froid glacial lui nouer l'estomac. Un paquet de vêtements ensanglantés d'un adolescent et une matraque de police non enregistrée, cachés ensemble dans un casier secret depuis près de 30 ans. Ce n'était pas une simple erreur de procédure. C'était un secret que quelqu'un avait voulu enterrer. Il savait qu'il ne pouvait pas se contenter de l'enregistrer et passer à autre chose. Il savait que son supérieur direct, un homme proche de la retraite qui détestait tout ce qui perturbait le statu quo, tenterait probablement de l'enterrer à nouveau. Il réfléchit à la chaîne de commandement, puis prit une décision. Des rumeurs circulaient au sein du département, parlant d'une nouvelle chef adjointe, une réformatrice,
quelqu'un qui cherchait activement à faire remonter les squelettes du passé de la police. Son nom était Aisha Williams. L'officier Ben Carter contourna son superviseur direct. Il referma soigneusement le sac de preuves, sécurisa le casier, puis appela directement le bureau de la chef adjointe, demandant un rendez-vous urgent et confidentiel. Il ne savait pas à quelle affaire ces preuves appartenaient, ni l'histoire qui les entourait. Il savait seulement qu'il tenait entre ses mains un fragment d'un sombre secret violent, un secret délibérément enfoui par quelqu'un de l'intérieur. Et il savait avec une certitude inébranlable qu'après 29 ans, il était temps que ce secret voie la lumière. La chef adjointe Aisha Williams était une femme qui comprenait le poids de l'histoire. Âgée d'un peu plus de 50 ans, elle avait gravi les échelons du département de police d'Atlanta avec une réputation d'intelligence aiguisée, d'intégrité inébranlable et d'une détermination tranquille à réformer l'institution même qu'elle servait. Elle avait vu de ses propres yeux comment le mur bleu du silence pouvait protéger les prédateurs et perpétuer l'injustice. Et elle s'était donné pour mission d'initier une nouvelle ère de responsabilité au sein de la force. Lorsqu'un jeune officier sincère de la division des preuves, nommé Ben Carter, demanda une réunion confidentielle à propos d'une découverte gravement irrégulière, elle l'accepta immédiatement. Dans le calme stérile de son bureau, Carter exposa l'histoire, sa voix stable, mais ses mains trahissant une énergie nerveuse. Il décrivit le casier non identifié, le sac de preuves mal étiqueté et son contenu troublant, les vêtements ensanglantés d'un adolescent et la matraque policière datant du début des années 90. Pendant qu'il parlait, Williams l'écoutait avec une intensité concentrée, son expression impassible. Elle reconnut l'odeur d'une pourriture institutionnelle profonde, du genre qu'elle était déterminée à extirper. Lorsqu'il eut terminé, elle regarda les photos des preuves qu'il avait discrètement prises. « Vous avez bien fait de m'apporter ça directement, officier, » dit-elle, sa voix calme mais ferme. « Cette conversation et ces preuves ne quittent d'eau pas cette pièce. Est-ce bien clair ?»« Oui, madame, » répondit Carter, un soupir de soulagement traversant son visage. La chef adjointe Williams lança ce qu'elle savait être une enquête dangereuse et politiquement explosive. Une investigation non officielle, officieuse, sur le passé de son propre département. Elle forma une petite équipe de confiance, une analyste médico-légale du bureau d'État pour éviter tout conflit d'intérêts avec le laboratoire de l'APD et l'un de ses détectives les plus fiables, spécialisés dans les affaires non résolues. La première étape consistait à identifier les vêtements. Les tests ADN modernes de la science-fiction en 1993 rendirent vite leur verdict. Un échantillon de sang séché fut soigneusement extrait du t-shirt. En quelques jours, ils obtinrent un profil ADN. Mais sans correspondance dans les bases de données criminelles existantes, cela menait à une impasse. Leur seul espoir était un ADN familial. Ils entamèrent une recherche minutieuse dans les rapports de disparition de 1993, à la recherche d'un adolescent noir dont la disparition n'avait jamais été résolue. Des semaines de recoupement de vieux fichiers mal numérisés furent nécessaires. Mais ils finirent par le trouver. Dion Campbell, un garçon de 17 ans, vu pour la dernière fois sous la garde du commissariat du 4e district, qui aurait prétendument agressé un officier et pris la fuite, devenant un fugitif. Sa famille l'avait farouchement contesté la version officielle. L'officier principal de cette affaire portait un nom qui fit se crisper la mâchoire de Williams, un sergent récemment retraité, mais encore influent, nommé Frank Miller. Les pièces commencèrent à s'emboîter avec une clarté terrifiante. Williams savait que l'étape suivante serait douloureuse, mais nécessaire. Elle contacta Nia Campbell. Nia, désormais une avocate de la défense redoutable, âgée de 41 ans, se montra d'abord méfiante lorsqu'elle reçut l'appel du bureau de la chef adjointe. Elle avait passé toute sa vie adulte à lutter contre un système qu'elle croyait non seulement avoir échoué son frère, mais aussi l'avoir activement diabolisé. Elle avait appris à n'attendre que des obstacles et de la compassion condescendante de la part des forces de l'ordre. Lors d'une réunion discrète dans un lieu neutre, loin du commissariat, la chef adjointe Williams lui exposa la découverte. Elle montra à Anya les photos des vêtements, de la matraque, puis lui parla de l'ADN. « Nous pensons que ces objets appartiennent à votre frère Dion, » dit Williams doucement. « Et nous avons de bonnes raisons de croire que la version officielle de sa fuite est un mensonge.
Pour Nia, ce fut un choc sismique, la confirmation de la sombre suspicion qu'elle portait depuis 29 ans. Le chagrin fut immédiat. Brute, une réouverture soudaine d'une plaie jamais refermée. Mais sous le deuil, une autre émotion surgit. Une colère froide, intense, et une lueur de justification. Elle n'était pas folle. Sa famille n'avait pas eu tort. On leur avait menti. Une guerre interne commença. L'équipe restreinte de Williams travailla dans le plus grand secret, sachant que si la nouvelle se répandait, Miller et son ancien réseau auraient le temps de coordonner leurs récits et de détruire les dernières preuves. L'équipe médico-légale analysa plus en détail les vêtements. Les motifs des taches de sang étaient en compatibles avec une longue et violente agression, et non une simple altercation, comme le rapport de 1993 le prétendait. Les déchirures dans le tissu n'étaient pas cohérentes avec une fuite par une clôture ou un mur. Nia devint une partenaire précieuse, bien qu'officieuse, dans l'enquête. Son esprit juridique, affûté par des années de pratique, disséqua le dossier original de 1993, soulignant les incohérences, les impossibilités procédurales et les mensonges manifestes. Elle se souvenait des noms des officiers en service cette nuit-là, des hommes dont les carrières avaient soit prospéré, soit discrètement pris fin les années suivantes. Elle utilisa ses compétences d'enquêtrice pour les retrouver, chercher des fissures dans le mur du silence. L'enquête se transforma en un véritable thriller, une bataille d'intelligence et de volonté contre les fantômes du passé du département. Ils interrogèrent d'anciens officiers du 4e district. Certains se montrèrent hostiles et sur la défensive. D'autres, vieillissants, semblaient plus enclins à soulager leur conscience. Ils reconstituèrent la chronologie de cette nuit fatidique, une chronologie qui contredisait clairement le rapport officiel de Frank Miller. Ils apprirent que Miller avait une réputation notoire de racisme et un passé d'interrogatoire musclé et non autorisé. Peu à peu, méthodiquement, Aisha Williams et Nia Campbell bâtissaient un dossier, non seulement contre un officier, mais contre un système corrompu qui avait permis qu'un adolescent soit assassiné entre ses murs, et qui avait ensuite passé près de 30 ans à protéger les meurtriers en assassinant sa réputation. Les vêtements ensanglantés, cachés par l'arrogance d'un meurtrier, étaient devenus le fil, et à présent, elles tiraient dessus, prêtes à déchirer toute la tapisserie pourrie. La phase finale de l'enquête sur la disparition de Dion Campbell fut une lente et méthodique fermeture d'un filet tendu dans l'ombre. La chef adjointe Aisha Williams savait qu'elle n'aurait qu'une seule chance de faire tomber une figure aussi enracinée et protégée que le sergent retraité Frank Miller. Les preuves ADN retrouvées sur les vêtements de Dion constituaient une preuve irréfutable qu'il avait été sauvagement battu. Mais elles ne désignaient pas formellement son meurtrier. La clé résidait dans la rupture du mur du silence, vieux de 29 ans, que Miller et ses complices avaient érigé. Nia Campbell, travaillant parallèlement à l'enquête officielle dirigée par Williams, devint le visage public de ce combat. Avocate infatigable pour le frère qu'elle avait perdu, elle mit à profit son expertise juridique et ses contacts dans les médias pour soulever, avec précaution et stratégie, des questions sur les incohérences du dossier de 1993. Elle parla de Dion, non pas comme d'un fugitif, mais comme d'un garçon passionné de mécanique automobile, un garçon qui craignait les colères de leur mère, mais qui n'avait jamais peur de défendre ses convictions. Elle l'humanisa, grattant peu à peu le vernis du monstre que le département avait fabriqué. La pression commença à porter ses fruits. L'un des autres agents présents dans la salle d'interrogatoire cette nuit-là, en 1993, un certain Henderson, aujourd'hui retraité et installé dans un autre État, rongé par la maladie et le remords, accepta enfin de parler à la détective Williams à condition de bénéficier d'une immunité. Son témoignage fut la pièce finale, cruciale. Il décrivit un interrogatoire ayant dégénéré, la rage incontrôlable de Miller, le coup fatal porté avec la matraque et la dissimulation froide et méthodique qui s'ensuivit. Il confirma que c'était Miller lui-même qui avait dissimulé le sac de preuves dans le casier non verrouillé, convaincu avec arrogance qu'il ne serait jamais découvert. Muni de la confession de Henderson et de preuves médico-légales accablantes, la direction ne put plus dissimuler la vérité. Frank Miller, aujourd'hui un homme défiant et impénitent d'une 60aine d'années, vivant paisiblement en banlieue grâce à sa pension de police,
fut arrêté et inculpé pour le meurtre de Dionne Campbell. Ses deux principaux complices de cette nuit furent également inculpés, dont Henderson, dont le témoignage faisait partie de son accord de plaider coupable. L'acte d'accusation fit l'effet d'un séisme dans la ville et au sein du service de police. L'histoire du fantôme du fugitif devint une tempête médiatique, symbole d'un nécessaire règlement de compte avec un passé sombre. Fidèle à lui-même, Miller se montra agressif, niant tout en bloc. Son équipe de défense tenta immédiatement de discréditer Henderson en le qualifiant de menteur et d'attaquer Nia Campbell, décrite comme une femme vengeresse obsédée par un récit mensonger. La bataille judiciaire fut longue et ardue. Obtenir une condamnation pour meurtre après autant de décennies, avec pour témoin clé un complice, et en l'absence du corps de Dionne, relevait presque de l'impossible. L'accusation, consciente de cela, se concentra sur ce qu'elle pouvait prouver au-delà de tout doute raisonnable. L'agression brutale, la conspiration, la dissimulation. Au final, la justice fut partielle, mais profonde. Miller fut finalement reconnu coupable, non pas de meurtre au premier degré, mais de chef d'accusation moindre, notamment d'homicide involontaire et d'entrave à la justice, suffisamment pour s'assurer que ce policier déchu et vieillissant finirait ses jours en prison. L'autre agent reçut une peine similaire. Le verdict judiciaire fut désordonné, reflet de preuves compromises et du poids des années écoulées. Mais pour Nia Campbell, la véritable victoire ne se trouvait pas dans le verdict du tribunal. Le procès avait forcé la vérité entière à sortir de l'ombre. Les dossiers officiels de la police furent amendés. Le statut de fugitif de Dionne Campbell fut effacé. Il fut officiellement reconnu comme une victime. Sa mort fut requalifiée en homicide commis par des policiers alors qu'il était en détention. Son nom fut lavé. Une cérémonie commémorative fut organisée pour Dionne dans l'ancienne église familiale, celle qu'ils avaient été contraints de quitter dans la honte près de 30 ans plus tôt. Elle réunit des centaines de personnes, un déferlement cathartique de deuil et de soutien. Nia se tint à l'avant, la voix claire et forte, et parla de son frère, non pas de sa mort, mais de sa vie, de son amour pour les voitures, de son rire contagieux, de son courage tranquille. Elle évoqua ses 29 années d'injustice et le combat acharné pour rétablir son honneur. Nia se tint devant une plaque commémorative récemment installée dans un coin paisible d'un parc local. Elle portait ces mots « En mémoire de Dionne Campbell, 1976 à 1993. Un fils, un frère, enfin sa vérité révélée. » Le corps de Dionne ne fut jamais retrouvé. Il reposait quelque part, dans une tombe secrète où Frank Miller l'avait conduit, une absence douloureuse et permanente pour Nia. Elle n'avait pas retrouvé le lieu de repos de son frère, mais elle avait ramené son fantôme à la maison. Elle avait remporté la seule bataille qui comptait vraiment. Elle avait récupéré son histoire, son honneur, son nom. Le silence était brisé. La justice restait incomplète, comme c'est souvent le cas. Mais la vérité, après 29 longues années, avait enfin, et béatement, été révélée.